Donc, Yannick Laurent, je suis le directeur général de la protection civile des Savoies et cadre opérationnel régional pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je tenais tout d'abord à excuser Monsieur Alain Lascombe, vice-président national, qui est en charge des opérations et qui est absent aujourd'hui puisqu'il a été retenu par les Gilets jaunes sur Narbonne. La protection civile, tout d'abord, nous sommes une association de sécurité civile. Nous avons 3 grandes missions à la protection civile. Donc, tout d'abord, les missions de dispositifs prévisionnels de secours sur les manifestations culturelles ou sportives, les missions de formation du grand public et des professionnels aux gestes de premier secours. Et enfin, une troisième mission qui nous importe aujourd'hui, c'est les missions de soutien aux populations sinistrées dans le cadre de catastrophes majeures en France ou à l'étranger. Donc on va revenir aujourd'hui sur les missions de l'Aude, plus particulièrement le secteur de Trèbes et Carcassonne où nous étions fortement mobilisés lors des inondations du mois d'octobre. Donc on va voir le contexte, la réponse opérationnelle. Le soutien socio-psychologique qui est non négligeable sur ce genre d'opération, puisque vous allez voir que malgré tout il y a beaucoup de travail dans ce domaine, avec l'information des sinistrés, et enfin les opérations techniques avec le bilan d'opération. Donc comme je vous l'indiquais, suite à un violent épisode méditerranéen, dans la nuit du 14 octobre 2018, a eu lieu des fortes précipitations sur le secteur de l'Aude, et plus particulièrement sur les communes de Trèbes et Carcassonne. Alors, il y a eu beaucoup d'autres communes touchées, mais celles-ci étaient les principales où nous sommes intervenus. Avec des hauteurs d'eau qui ont été observées, qui n'avaient pas été observées depuis 1891. Donc le 15 octobre, nous, de notre côté, la cellule de crise nationale fut activée en anticipation, puisque à ce moment-là, on ne savait pas encore quels étaient les dégâts dans l'Aude, mais la cellule de crise nationale a anticipé les moyens, et en mettant en préalerte l'ensemble des équipes de la protection civile de l'ensemble du Sud-France, donc tout le Sud-France, en préparant notre matériel et donc les moyens que nous avons à notre disposition, avec donc pour l'objectif de préparer les opérations logistiques, les constitutions de colonnes de renfort. Donc on est un peu sur le même système que les services départementaux, hein. Donc il y a la protection civile du secteur qui intervient en primo-intervenant, et ensuite des colonnes de renfort régionales se préparent pour venir en renfort au premier. Donc le contexte, comme je vous le disais, on peut voir qu'il y a eu de nombreux dégâts dans le secteur, des dégâts matériels bien entendu, mais également des blessures physiques et psychologiques, hein, puisque les sinistrés on a du mal à les prendre en charge, mais l'aspect psychologique est non négligeable sur ce genre d'opération. Et enfin, il y a eu un impact très important sur les infrastructures, qu'elles soient privées, mais aussi surtout publiques. Donc, ce qui est non négligeable dans le sens où, quand on arrive, il n'y a plus grand-chose. Et les infrastructures, du coup, sont difficilement, utilisables. Voilà, chercher un mot. Donc le 15 octobre, la protection civile de l'Aude est intervenue tout de suite en primo-intervenant. Donc leur objectif était de faire une évaluation globale des dégâts, hein, de pouvoir tout de suite prendre contact avec les autorités locales pour pouvoir se mettre à leur disposition, et enfin de préparer l'arrivée des renforts. Préparer l'arrivée des renforts, c'est important dans le sens où il va falloir anticiper aussi l'hébergement de ceux-ci, la partie logistique. On ne peut pas faire intervenir une centaine ou plus de secouristes ou de techniciens sans prévoir leur hébergement et la partie logistique. Donc l'Aude a immédiatement engagé 49 techniciens bénévoles sur le terrain dès le 15 octobre, avec 11 tonnes de matériel technique, donc de tout type, hein, que ce soit du matériel de pompage, d'épuisement, de déblaiement. Et il y avait également 25 bénévoles formés aux gestes, au secours socio-psychologique.
Le 16 octobre, donc déjà donc on est le mardi, hein, les inondations ont eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi. Le mardi arrivent déjà des colonnes de renfort de nombreux départements, constitués tout de même de 233 techniciens, donc avec 67 véhicules de reconnaissance, donc de type VL, 4x4 ou véhicules de toute utilité, tous constitués de matériel d'épuisement. Également un véhicule poste de commandement, on en parlait tout à l'heure, les véhicules poste de commandement sont vraiment quelque chose de très important dans ce genre de mission, puisque sans cela, on ne va pas pouvoir coordonner nos propres moyens et gérer les opérations de secours. Si on arrive avec 67 véhicules sans un commandement, les 67 véhicules ne vont pas savoir où se diriger, vont pas savoir quoi faire, vont être complètement désorganisés. L'objectif d'avoir un véhicule PC sur place va nous permettre d'avoir une centralisation de l'information montante et descendante, et du coup de pouvoir coordonner l'ensemble des équipes. Ce VPC, qui venait donc du coup de la Haute-Savoie, était vraiment l'outil le plus important pour la bonne coordination des moyens. Les autorités locales également ont apprécié le fait que nous ayons un VPC sur place, puisque ça leur permettait d'avoir un seul interlocuteur, mais également d'avoir un seul lieu où se diriger pour avoir des informations, qu'elles soient montantes ou descendantes. Et donc ça, c'est vraiment un outil indispensable. D'autres moyens qui ne sont pas stipulés dans le PowerPoint, c'est le soutien sanitaire, donc pour nos propres équipes. Donc on a toujours un soutien sanitaire constitué d'une ambulance avec un médecin, un infirmier, et ce sont des choses indispensables aussi pour nos propres équipes. Des choses qu'on n'avait pas forcément dans le passé, dans les précédentes inondations pour lesquelles nous avons été engagés, et aujourd'hui on se rend compte que c'est indispensable. Et enfin, un dernier élément qui est également indispensable, qui n'est pas notifié non plus là, c'est une personne chargée de la communication. Il faut qu'il y ait obligatoirement une personne spécialisée dans la communication et qui se mette à disposition des médias, puisque lorsqu'on met un véhicule poste de commandement, eh bien, automatiquement l'ensemble des médias se présentent au niveau de ce véhicule, et si on n'a personne pour leur répondre, c'est vite compliqué. Donc ensuite, suite à cela, en plus des 233 techniciens et 67 engins, nous avons également un groupe lourd qui est descendu avec donc 4 véhicules poids lourds et des véhicules tout-terrain de type quad, donc des départements 95, 83, 67 et 21, donc qui n'étaient pas du sud France, mais qui sont venus d'ailleurs pour renforcer les équipes. Dans ces véhicules, on retrouve bien sûr toujours du matériel de tronçonnage, du matériel de décompte, de terrassement, d'autonomie complète, de pompage, d'assèchement, enfin voilà, tout ce qui est matériel lourd. Je parlais tout à l'heure de l'accueil des victimes et plutôt des sinistrés dans le cadre du soutien socio-psychologique. Nos équipiers formés en sociopsy se sont engagés et ont pris en charge quand même 146 personnes, donc des gens chez qui nous allions régulièrement tous les jours pour pomper une cave, pomper une cuisine, déblayer un jardin, et qui du coup avaient aussi besoin d'une écoute. Parce que malgré tout, finalement, il n'y a personne qui est disponible et pour faire ce genre de choses. Et donc, notre travail, c'était aussi de les écouter. Donc, en plus des équipes qui travaillaient dans leur cave ou dans leur jardin, on avait toujours 1 ou 2 équipiers qui étaient là spécialement pour prendre en charge les sinistrés. Et ça, c'est vraiment une phase importante qu'on ne connaissait pas forcément dans le passé et qu'il faut de plus en plus mettre en avant, parce que c'est quand même... pour pouvoir retrouver une vie normale ensuite, ça aide pas mal quand même. L'encadrement des bénévoles de la solidarité spontanée. Alors, il faut savoir que lorsqu'on a une mission de ce genre, médiatique autant que possible, il faut savoir qu'il y a des gens qui arrivent de partout, de toute la France, des groupes entiers, des bus même pour certains, qui se constituent et qui arrivent dans les secteurs sinistrés et qui veulent absolument aider. Alors c'est super, hein, sauf que quand on a un bus de 50 scouts ou encore les scouts ils sont encadrés, mais de personnes de tout horizon qui arrivent pour pouvoir venir aider, s'il n'y a personne pour les encadrer, c'est vite très compliqué. Déjà, pour la bonne raison, c'est que la personne sinistrée ne voudra pas forcément qu'un bénévole civil
arrive dans sa maison et commence à débarrasser ses meubles, toucher à ses affaires, etc. Donc du coup, pour ces bénévoles-là, ça va être difficile de s'intégrer dans le dispositif. Donc nous, notre travail à la protection civile, ça va être d'intégrer ces bénévoles spontanés à nos équipes. Donc tous seront encadrés. Et ensuite, le fait d'arriver avec des équipes organisées, en uniforme, ça va leur permettre de pouvoir travailler. Sur l'ensemble de la mission, sur les 15 jours, nous avons quand même encadré 983 bénévoles donc de la solidarité spontanée, ce qui est quand même non négligeable. Lorsqu'on était dans le véhicule poste de commandement, alors sur les 2-3 premiers jours, on avait 10-15 personnes qui se présentaient, donc c'était plutôt gérable, on les intégrait à nos équipes, ça se passait bien. Et plus le temps passait, et plus les week-ends arrivaient particulièrement, et plus on avait de monde. Et il y a eu des matins où on avait 200 personnes, on peut voir sur les photos, 200 personnes devant le camion voulant aider. Sauf que nous-mêmes, on était 233, donc autant vous dire que c'est difficile d'intégrer tout le monde. Donc on faisait quand même, hein, on les prenait tous, mais à chaque fois qu'on fermait la porte du camion, on avait évacué l'ensemble des bénévoles disponibles, on fermait la porte, on rouvrait la porte, et là on avait de nouveau 200. Quoi. Donc pour les occuper, c'était pas évident. Malgré tout, c'est une aide non négligeable parce que de 200, on est passé à 1200. Quoi. Donc forcément, ça va plus vite. Alors après, on ne leur fait pas faire tout type de missions. Hein. Il y a différentes catégorisations de travail. Pour les bénévoles de ce type, ça va être plus particulièrement du déblai, du nettoyage, tout travail, on va dire, non motorisé. Tout ce qui est après utilisation de pompes, de groupes électrogènes, de tronçonneuses, etc., ça sera fait par des techniciens formés de la protection civile. Voilà, donc de nombreuses missions techniques, donc, que ce soit, donc, comme je vous le disais, des missions de nettoyage chez les particuliers, de la réhabilitation d'habitations. On a eu également des bâchages de toits, puisque pour certains secteurs, les toits ont été endommagés à cause de la montée des eaux, mais aussi à cause du vent. Donc là, pareil, du travail en hauteur, donc l'utilisation de l'eau de sauvetage de protection contre les chutes, donc automatiquement réalisée non pas par des bénévoles, mais par des techniciens de la protection civile. Les jardins, cette slide arrive un peu tôt, il aurait fallu la mettre plus loin, dans le sens où ce n'était pas la priorité. La priorité, ça reste quand même l'habitation, la protection des personnes, mais des biens. Les jardins, c'était plus sur la fin de mission, quand l'ensemble des maisons avait été déblayé. D'autres photos, voilà, des missions où on a épuisé certaines piscines, alors pas en totalité, mais on essayait de réhabiliter les maisons pour qu'elles retrouvent une vie normale le plus vite possible quand même. Et les sous-sols, beaucoup de sous-sols à épuiser. Ensuite, on a eu encore une fois un grand élan de solidarité, puisqu'il a fallu gérer la réception de dons de l'ensemble de tous les secteurs de France, avec plusieurs tonnes de dons, que ce soit des dons de vêtements, de produits de première nécessité, de palettes d'eau qui nous ont été livrées. On a eu quand même 11 semis de 40 tonnes qui nous sont arrivés dans les locaux de la protection civile à décharger, avec, donc je vous laisse compter le nombre de bouteilles de Perrier que ça fait, puisque c'était du Perrier. Il paraît que les bulles, ça pèse moins lourd, c'est ce qu'on m'a dit, mais finalement, il a fallu les décharger quand même, puis sans transpalette, donc à la main. Donc du coup, vous voyez, on a quand même eu plusieurs dizaines de tonnes de dons, donc il a fallu gérer ces dons, trier ces dons, puis ensuite les redistribuer. Et là, pour le coup, il n'y a pas grand monde qui est volontaire pour ce genre de choses, donc du coup, on a dû s'y mettre et ça s'est très bien passé. Pour le bilan de l'opération, donc les difficultés rencontrées dans un premier temps, c'était d'obtenir des réquisitions écrites des collectivités et des services de l'État, puisque sans ces réquisitions, dans l'absolu, on peut toujours s'engager, c'est ce que nous avons fait, nous nous sommes auto-engagés sur la mission. En revanche, à l'issue, il faut quand même penser à l'indemnisation de l'association, parce que malgré tout, c'est des missions qui coûtent cher. Et sans ces réquisitions, il nous est difficile de pouvoir ensuite demander des subventions pour pouvoir se rembourser au moins des frais engagés. Donc ça, c'est toujours un petit peu délicat à avoir. Bon, finalement, après, au vu
de l'ampleur de la catastrophe et de la reconnaissance de l'État en catastrophe naturelle, ça a facilité la chose. Mais c'est vrai que pour les premiers jours, on a travaillé en auto-engagement. Et puis le deuxième point négatif rencontré, c'est donc l'impact direct sur les infrastructures et les collectivités, puisque quand on arrive, la mairie était sous les eaux, l'ensemble des locaux communaux étaient sous les eaux, il n'y avait plus de moyens, plus rien, et donc il a fallu trouver des lieux pour installer notre véhicule poste de commandement. Alors heureusement, ce véhicule est en autonomie complète, donc on a pu travailler immédiatement. Mais il a fallu aussi un lieu pour l'écoute des personnes qui avaient besoin d'écoute, justement. Et puis surtout, pour la commune également, pour mettre en place son plan de communal de sauvegarde, il a fallu qu'il se réfugie dans un local communal qui restait encore à peu près en état. Donc c'est toutes des choses, on s'imagine que les mairies sont toujours hors de danger, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc quand ça arrive derrière, il faut pouvoir réagir, avoir des points de repli. Les points positifs, parce qu'il y en a beaucoup quand même, et puis plus même. Donc il y a eu une importante mobilisation des moyens de la protection civile. Comme je vous disais, 233 techniciens engagés dès le mardi, mais également, il faut le savoir, plus de 250 en astreinte, prêts au départ. Donc ce qui est quand même pour une deuxième colonne de renfort si nécessaire. On n'a pas eu besoin de l'engager, mais il y avait quand même autant de personnel en attente que de personnel engagé. Donc c'est quand même une force assez intéressante. L'engagement des personnels de l'Aude immédiat qui ont pu, dès la nuit du 15 et la première journée du 15 octobre, déjà commencer à réaliser des missions, dont certaines missions de mise en sécurité de personnes, ce qui n'est pas forcément notre mission première, mais lorsqu'ils faisaient leur reconnaissance, ils ont eu l'occasion de rencontrer quelques personnes âgées seules dans leur maison avec de l'eau jusqu'à la taille, et donc de faire des mises en sécurité de celles-ci. Donc c'est quand même toujours intéressant. L'adaptation de nos équipes sur le terrain, on a eu une très bonne collaboration avec l'ensemble des services de l'État. Et donc du coup, on s'est très bien adapté. Donc l'intégration rapide des moyens avec les forces d'intervention également, que ce soit la sécurité civile qui s'est mise à disposition de notre association, ce qui est quand même plutôt étonnant, parce que normalement c'est plutôt l'inverse, on se met à la disposition de la sécurité civile. On a eu l'occasion de le faire par exemple sur la mission lorsqu'on était sur Irma à Saint-Martin. Et étonnamment, cette fois-ci, c'est la sécurité civile qui s'est mise à notre disposition. Donc c'est une complémentarité interservice non négligeable. Les sapeurs-pompiers aussi, puisqu'on a eu beaucoup de contacts avec eux. Pendant l'ensemble de la mission, eux se sont plus remis à réaliser les missions, on va dire, du quotidien, tout ce qui est opération de prompt secours et d'urgence, et nous, la partie déblaiement. Donc on avait une bonne collaboration. On a eu besoin à certains instants de techniciens ou de conseillers techniques, que ce soit en risque chimique ou autre, lorsqu'on trouvait des cuves de fuel dans les caves renversées ou autres. On faisait intervenir les moyens du SDIS sans problème. En quelques chiffres, donc, comme je vous disais, 233 bénévoles mobilisés, ce sont 17 communes qui ont été réhabilitées. Donc, je vous ai parlé de Carcassonne et de Trèbes, ce sont les principales, mais après on a quand même été sur d'autres communes. Pour totalisant 20 729 heures de bénévolat sur une période de 15 jours. Donc ça fait quand même quelques temps pleins. 567 personnes assistées. 45 tonnes de matériel humanitaire acheminé sur place, donc que ce soit avec que des moyens de protection civile. Et enfin, donc, comme je disais tout à l'heure, 50 tonnes de produits de première nécessité qui ont été distribués. Donc, ce qui est pas mal. Merci à vous.